pour ce troisième webinaire de notre série Mon emploi sport. C'est une série qui s'inscrit dans le cadre du plan sportif territorial de la conférence régionale du sport, pour lequel on a programmé 10 dates avec 5 étapes. Une première, le diagnostic. Là, on est à notre troisième épisode. On a déjà fait 2 épisodes sur le diagnostic. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus dans le détail des soucis budgétaires euh, avec notre experte Anne Verbruge. Nous sommes 3 de la Dragesse à représenter la Dragesse donc pour l'animation de ce webinaire qui sera enregistré. Donc, Marie-Cécile Zoa, chef du pôle, et Bruno Lacotte, mon collègue professeur de sport et référent insertion. Donc, je suis Isabelle Gironnet, référente en emploi pour la Dragesse Aura. Que vous dire d'autre? Le webinaire va être enregistré. Vous avez la possibilité dans la discussion, hein, le petit icône en bas au centre, de déposer des questions tout au long du webinaire qu'on prendra en note et auxquelles Madame Verbruge tentera de répondre. Voilà, on se garde un petit temps pour ces échanges en fin de présentation, sachant que eh bien, je ne vais pas perdre trop de temps parce qu'aujourd'hui, c'est assez riche, hein. On a pas mal de diapos à visionner et d'explications à recevoir. Donc, Anne, à vous la parole. Merci. Ben, on est ensemble pour 1 heure sur le thème construire des solutions et j'irai interroger les ressources financières pour consolider l'emploi. Alors, on va en fait sectionner l'heure en 4 temps. Un premier sur le rappel des démarches administratives à effectuer lorsque l'on emploie son premier salarié. Alors, il y a effectivement certaines choses qui concernent aussi lorsque l'on emploie un salarié, même si on en a déjà un. Donc, il y a certaines parties de ce tronçon 1 où j'irai relativement vite parce qu'il y a d'autres épisodes qui font des focus sur certaines thématiques. Ensuite, on ira sur une partie souvent compliquée pour les structures, notamment les mono-employeuses. C'est le moyen d'effectuer ces fiches de paye et de remplir les obligations déclaratives et notamment tout ce qui est déclaration de charges sociales. Et puis ensuite, on ira sur le cœur du sujet, les points de vigilance avec un point incontournable pour bien gérer, budgéter l'emploi, c'est la connaissance de la convention collective. Souvent, quand on est employeur, primo-employeur, on va faire au mieux, mais la convention collective, c'est important de la connaître. Ensuite, on verra les moyens d'estimer le coût de l'emploi et d'anticiper les ressources pour couvrir ses coûts. On fera un petit focus aussi sur les problèmes de trésorerie qui peuvent se poser dans certains cas. Et puis, on conclura cette session. Alors, le point 1, les démarches administratives que l'on doit effectuer lorsque l'on emploie son premier salarié. Alors, voilà les 10 points qu'on va aborder. Et le premier, souvent, c'est l'obtention du numéro SIRET. Lorsqu'on se crée, qu'on n'a pas de salarié, il y a plein de structures qui n'ont pas fait attention lorsqu'elles recevaient les premiers documents justifiant de la création et qui ont eu un numéro SIRET mais qui l'ont égaré, ou celles qui n'en ont pas. Et donc, pour démarrer toutes les démarches liées à l'emploi, le numéro SIRET est incontournable. Donc, la première démarche à effectuer lorsqu'on souhaite salarier quelqu'un pour la première fois dans la structure, avoir un premier salarié, c'est d'obtenir ce numéro SIRET. Alors, lorsque l'on devient employeur, en fait, c'est l'URSSAF qui va pouvoir vous délivrer ce SIRET. Et donc, je vous ai mis en lien
gérer le site, enfin la partie du site de l'URSSAF où vous pouvez effectuer cette démarche. Ensuite, le deuxième point, c'est de bien connaître sa convention collective. Je reviendrai dessus un peu plus tard dans le webinaire. Il faut savoir que les relations entre un salarié et un employeur sont régies bien sûr par le Code du travail, mais également par la convention collective applicable dans la structure et dans le secteur du sport, convention collective spécifique, qui est la convention collective nationale du sport, gérée et en référence ce qu'on appelle le numéro de brochure et surtout l'identifiant, le numéro ITCC de la convention collective. Donc, vous tapez sur un moteur de recherche ces deux données et vous allez tomber sur la convention collective du sport. Alors, j'invite tout employeur à la télécharger et en faire son livre de chevet. Alors, le troisième point dans les démarches, c'est de demander l'affiliation de son association ou de son club aux caisses aux caisses de prévoyance et de mutuelle. Alors, on va parler d'abord de la mutuelle. Depuis le 1er janvier 2016, tout employeur a l'obligation de proposer une mutuelle au salarié qu'il emploie. Le salarié peut la refuser, gérer dans certaines conditions, certains cas, par exemple, s'il a déjà sa propre mutuelle, il peut continuer jusqu'à l'échéance de son contrat à utiliser sa propre mutuelle. Mais en tout état de cause, la structure employeuse doit avoir un contrat mutuel ouvert pour pouvoir proposer, en fait, cette couverture mutuelle aux salariés. Donc, du coup, quand vous employez pour la première fois, l'une des démarches à effectuer avant l'embauche, c'est d'ouvrir ce contrat auprès d'une mutuelle. Dans votre convention collective, en plus, il y a ce qu'on appelle un contrat minimum, c'est-à-dire qui prévoit des minimums de remboursement, des minimums de prise en charge, qui a été négocié en fait. Donc, du coup, lorsque vous contactez un organisme qui propose la couverture mutuelle, que ce soit une assurance, gérer une caisse de prévoyance, vous devez faire mention du fait que vous êtes sous la convention collective du sport, parce que du coup, ils vont en fait vous faire un contrat adapté par rapport aux garanties qui sont pointées dans la convention collective. Alors après, vous pouvez prendre aussi plus de garanties, forcément ça coûtera plus cher que le panier minimum prévu dans la convention collective. Vous devez aussi vous affilier à une caisse de prévoyance. Donc la prévoyance, ça couvre les risques d'essai, invalidité, incapacité temporaire et maintien de salaire en cas de maladie. Donc, vous avez des organismes qui sont listés dans la convention collective auxquels il faut choisir l'un d'entre eux pour s'affilier à la caisse prévoyance, affiliation obligatoire, que vous salariez un cadre ou un non-cadre. Ça, c'est une disposition de la convention collective du sport. Alors, une fois que vous avez fait ces affiliations aux caisses de prévoyance et mutuelle, il faut aussi que vous vous inscriviez, que votre structure s'inscrive auprès d'un service de prévention et de santé au travail. Donc ça, selon votre secteur géographique, il faut choisir un proche de votre structure parce qu'en fait, même si c'est compliqué d'avoir les rendez-vous, vous devez en fait pouvoir faire passer les visites médicales obligatoires à vos salariés. Donc, du coup, il faut vous inscrire à un service de prévention et de santé. La 5e démarche, alors là, ça ne concerne pas tout le monde. Peut-être que certains d'entre vous, voilà, qui de bon niveau sportif, recrutent des joueurs venant de l'étranger. Donc, si le salarié n'a pas la nationalité française ou n'est pas issu de l'espace économique européen ou des
des pays qui sont cités, vous devez vérifier qu'il a une autorisation de travail. Alors ça, c'est un point assez compliqué parce que si vous êtes de nationalité australienne, c'est pas la même chose que si vous êtes de nationalité sud-africaine. Enfin bon, donc du coup, je vous invite à vous rapprocher des services de la préfecture si vous êtes dans un de ces cas-là pour vérifier si le salarié a bien l'autorisation de travail qui va bien. Le sixième point, et ça, il faut avoir le réflexe, je pense, enfin, je dirais, voilà, que dans les épisodes suivants, vous avez des focus là-dessus. En fait, il faut avoir le réflexe de vérifier si son futur salarié ne peut pas bénéficier d'aide à l'emploi. Alors, il y a déjà des aides à l'emploi que l'on va trouver au niveau du Pôle emploi qui dépendent en fait du parcours Pôle emploi du futur salarié, de son lieu de résidence, de son âge. Donc, du coup, c'est des paramètres, je dirais, voilà, que seul le Pôle emploi local peut voilà, définir. Donc, le principal contrat aidé que l'on trouve, c'est le contrat unique d'insertion, le CUI, qui est décliné en parcours emploi compétences. Alors après, vous avez aussi certains conseils départementaux, par exemple, si vous recrutez un salarié qui était auparavant au RSA, il peut y avoir des aides à l'embauche. Donc ça, c'est pas dans tous vos départements. Je crois qu'il y a un ou deux départements sur la région qui favorisent l'emploi des publics RSA. Donc du coup, il faut faire une petite recherche en fait locale pour voir si vous n'auriez pas droit à des aides à l'emploi. Et le premier point aussi à faire, c'est de vérifier avec le Pôle emploi si vous ne pouvez pas bénéficier d'une aide à l'emploi pour votre futur salarié. Alors, s'il est déjà en poste quelque part, qu'il n'a pas d'historique à NPE, forcément, vous avez beaucoup moins d'aide à l'emploi, ça réduit les possibilités d'aide. Mais il faut quand même avoir ce réflexe-là de s'interroger s'il n'y a pas possibilité d'avoir une aide à l'emploi. Alors, le sixième point, c'est l'établissement de la DPAE, ex-DUE, déclaration préalable à l'embauche. Alors là, c'est une formalité très importante parce qu'elle marque le début de l'emploi. Elle est incontournable parce que c'est en cas de contrôle la première pièce que vérifient les inspecteurs du travail, c'est-à-dire l'existence de la DPAE. Alors, vous avez, donc là, c'est extrêmement important cette démarche-là. Alors, quand vous allez être primo-employeur, que donc c'est votre première embauche, c'est cette démarche-là qui va aussi ouvrir les comptes URSSAF. C'est par là que l'URSSAF va connaître que vous avez un salarié. Alors, il y a deux moyens, et ça, on verra dans les modalités pour faire les fiches de paye. Si vous utilisez le chèque emploi service, chèque emploi associatif, le CEA, il faut impérativement passer par le site du CEA pour faire la déclaration préalable à l'embauche. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, le CEA a des numéros employeurs particuliers. Et donc, je dirais, si vous faites la démarche de façon classique sur le site due.fr que je mentionne après, due.ursaf.fr, ce qui se passe, c'est que si vous faites de façon classique sur due.ursaf, l'URSSAF vous ouvre un compte employeur. Et après, si vous décidez de passer par le CEA pour faire les fiches de paye, le CEA vous ouvre un autre compte employeur. Donc, du coup, vous allez payer vos cotisations sociales via le CEA, mais le premier compte employeur qui est ouvert au niveau de l'URSSAF, à un moment, se dit, j'ai un compte employeur d'ouvert, j'ai eu une déclaration préalable à l'embauche et j'ai pas de cotisation. Donc, du coup, les URSSAF se mettent à faire ce qu'on appelle des taxations d'office. Donc, vous recevez des documents de l'URSSAF comme quoi vous devez des cotisations, alors que vous les avez déjà payées par le canal du CEA. Et là, les ennuis commencent parce que du coup, il va falloir expliquer que vous êtes passé par le CEA et faire radier le premier compte URSSAF et c'est un peu compliqué. Donc, du coup, ça veut dire qu'à un moment, cette démarche, il faut déjà avoir choisi son canal pour effectuer les fiches de paye
pour faire cette démarche, en fait, et savoir si vous utilisez le CEA. Il ne faut surtout pas faire de déclaration préalable à l'embauche sur le lien, je dirais, de DUE.URSSAF. Parce que sinon, vous allez ouvrir un double compte URSSAF et créer, je dirais, un peu des problèmes. Donc, si vous ne passez pas par le chèque emploi associatif pour faire vos fiches de paye, eh bien, il faut faire votre démarche sur le site due.ursaf.fr, qui est en lien sur cette vue. Alors, le huitième point dans les démarches, c'est la mise en place des documents obligatoires. Alors, je vais aller vite là-dessus parce qu'il y a certains points qui sont relayés et développés dans d'autres épisodes des webinaires. Alors, il y a 3 documents obligatoires à mettre en place au sein de la structure. D'abord, c'est les affichages obligatoires. Donc, tout employeur doit en fait mettre à disposition du salarié un certain nombre d'informations dans un endroit facilement accessible. Donc, ces affichages concernent notamment la convention collective applicable. Donc, il faut qu'elle soit disponible et accessible aux salariés, alors soit papier, soit par exemple aussi maintenant sur un drive. Il y a d'autres éléments comme les numéros de secours, les coordonnées de l'inspecteur du travail, l'égalité homme-femme, des textes sur la non-discrimination, etc., etc. Donc, je vous renvoie sur le lien du service public pour consulter tous les éléments concernant ces affichages. Alors, soit vous éditez les textes et vous faites vous-même, sinon il existe aussi des espèces de petits tableaux d'affichage tout faits où vous n'avez plus qu'à rajouter notamment les coordonnées de l'inspecteur du travail et les coordonnées de la convention collective et tout est prêt en un bloc. Simplement, c'est payant. Là, sur service public, c'est gratuit. Ensuite, vous devez mettre en place un document très important qui est le document d'évaluation des risques professionnels, qui est un document en fait où on liste les principaux risques qui existent dans le cadre de l'emploi, que ce soit des risques routiers, des risques sur la manipulation de charges, etc. Et où on fait un travail pour justement limiter ces risques. Donc, je ne développe pas plus cette partie parce qu'on pourrait passer plus de 2 heures sur le DUERP. Je vous renvoie au lien entreprendre-service-public.fr et aussi aux épisodes qui concernent ces chapitres-là. Alors, ensuite, le troisième document incontournable lorsqu'on emploie quelqu'un, c'est le registre unique du personnel. Là aussi, document qu'il faut avoir et qui est demandé lors des contrôles d'inspection du travail. Donc, c'est un registre en fait qui va regrouper un certain nombre d'éléments, d'informations sur les salariés, à savoir leur nom, leur prénom, leur numéro de sécurité sociale, le type de contrat, CDD, CDI, temps partiel, temps plein, gérer la date d'entrée et la date de sortie. Les stagiaires doivent être aussi listés sur ce registre. Donc, sa forme est libre. Alors, certains l'ont sous forme de cahier à l'ancienne avec les colonnes vertes. D'autres l'ont géré sur un tableur Excel, tout simplement. La forme est libre. Il suffit d'avoir, en fait, de regrouper et à jour toutes les informations qui sont nécessaires dans ce registre. Alors, la 9e démarche, et là, je vous renvoie au webinaire du 21 décembre. Ça concerne la rédaction d'un contrat de travail. Là aussi, c'est extrêmement dense, donc je vous le rappelle pour mémoire, ce 9e point. Il faut savoir que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée ou à temps partiel, il doit être obligatoirement écrit. S'il n'est pas écrit, il est réputé à temps plein et indéterminé. Donc, du coup, dès qu'on est dans un cas de CDD et ou de contrat à temps partiel, on a obligatoirement un contrat écrit.
Pour les CDI à temps plein, la rédaction est fortement recommandée. Pourquoi? Bah, parce que c'est le lien principal entre le salarié et l'employeur. Donc, dans le contrat de travail, vous allez définir un certain nombre de points. Alors, ça va être par exemple, bien sûr, la classification du salarié au regard de la convention collective, l'échelon, le poste, les tâches, la date d'entrée, le type de contrat, CDI, CDD, les horaires et gérer tout un nombre de points que vous allez pouvoir préciser dans le contrat de travail. Et le 10e point, bah, on finit par l'établissement des bulletins de paie. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de choses à faire, je dirais, sur l'emploi d'un premier salarié et il faut les prendre dans l'ordre parce que sinon vous allez, je dirais, oublier certaines choses ou au moment de l'établissement des fiches de paye, si vous n'avez pas ouvert vos contrats, prévoyance, par exemple, bah, ça va être une difficulté pour faire la fiche de paye parce que qui dit contrat de prévoyance dit cotisation de prévoyance, donc des taux, gérer et aussi une déclaration à effectuer et des paiements à faire à l'organisme de prévoyance, bah, si l'inscription n'est pas faite, on se retrouve, gérer avec une fiche de paie qui va être soit incomplète, soit pas la possibilité d'inscription et de transmission en fait à la caisse de prévoyance. Je vous rappelle que l'employeur est responsable, notamment des risques, et que si, par exemple, ce contrat de prévoyance n'est pas ouvert et que votre salarié, il lui arrive un gros accident, bah, c'est l'association qui est responsable et doit couvrir à ce moment-là, dans les proportions indiquées dans la convention collective, les indemnisations. Donc, du coup, c'est des points aussi extrêmement importants pour la structure, de remplir ces obligations-là. Ça la protège aussi, notamment s'il arrive un sinistre, en fait, un accident, bah, voilà, le salarié, il a le droit à un certain nombre d'indemnisations, que la prévoyance va donner dans le cadre du contrat, mais si le contrat n'est pas signé, bah, c'est à l'employeur qui doit couvrir ces indemnisations directement. Donc, c'est très important que ces démarches soient faites, les contrats ouverts, les salariés inscrits dès leur arrivée. Alors maintenant, on va passer au point sur l'établissement des bulletins de paie, qui est souvent une difficulté pour les structures parce qu'elles n'ont pas forcément connaissance des canaux pour effectuer les bulletins. Alors, ce point-là, ce qu'il faut dire, c'est que maintenant, on oublie Excel pour faire les bulletins de paye. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, maintenant, les salariés, dès qu'on a des salariés, en fait, on doit télétransmettre en fait ce qu'on appelle une DSN chaque mois. Donc, elle doit arriver à des dates précises aux différents organismes. En fait, c'est le logiciel de paye qui va poser sur une plateforme qui s'appelle Net Entreprise un fichier que les différentes caisses sociales, mais aussi des organismes comme la CNAV, la COS, viennent chercher, en fait, et ils viennent chercher en même temps bah, leurs cotisations. Donc, du coup, cette transmission de DSN, de déclaration sociale nominative, ne peut se faire qu'à partir d'un logiciel de paye actualisé et en capacité de faire cette télétransmission qui est un élément extrêmement technique. Donc, du coup, vous ne pouvez plus faire vos fiches de paye sur Excel comme il y a 5 ans et payer vos cotisations directement à l'URSSAF, ça n'est plus possible. Donc, du coup, en fait, vous êtes contraint de passer par un système qui fait les fiches de paie. Donc, du coup, on a plusieurs possibilités. Alors, la première, ben, il existe ce qu'on appelle le dispositif impact emploi, qui est en fait un dispositif qui est à l'initiative de l'URSSAF, qui a en fait délégué ce qu'on appelle des tiers de confiance, c'est-à-dire des associations, de secteurs différents, qui vont en fait recevoir un espèce de label pour réaliser les fiches de paye, les formalités à l'embauche, les bulletins de paye et aussi toutes les déclarations qui sont périphériques à l'emploi et notamment les déclarations sociales et parfois fiscales.
Donc, du coup, c'est un dispositif qui permet un réel accompagnement parce qu'en fait, le tiers de confiance, donc l'association que vous allez pouvoir contacter, en fait, ou voilà, pour gérer, faire les fiches de paye, elle va vous accompagner aussi, gérer dans la rédaction du contrat de travail, dans l'ouverture, justement, des différentes contrats auprès des caisses, et puis s'il manque quelque chose, elle va vous dire: «Bah, là, il manque telle chose, donc il faut qu'on fasse la démarche». Donc il y a un réel accompagnement de ces tiers de confiance. En plus, ils connaissent en général le secteur d'activité. Donc dans votre secteur d'activité, il y a certains GDOS qui sont tiers de confiance et vous avez les associations, professions sport loisirs. Donc il y en a 3 sur la région, il y en a une pour, Rhône-Alpes Nord, Rhône-Alpes Sud et il y en a une en Auvergne. Donc je crois que les coordonnées vont être mises en ligne. Donc ces tiers de confiance, bah, c'est, vous avez la possibilité d'avoir un réel accompagnement, mais en général, leurs services sont payants. Alors payants, mais quand même dans des tarifications relativement adaptées aux associations. C'est-à-dire en clair, c'est beaucoup moins cher que d'aller, voir un expert comptable. Mais ça reste payant. Alors après, la deuxième possibilité pour réaliser, les formalités, liées à l'embauche et notamment les bulletins de paye, donc si l'association a moins de 5 salariés, elle peut en fait s'inscrire auprès du chèque emploi associatif. Donc le chèque emploi associatif, ça permet, bah, beaucoup de déclarations parce que ça permet, d'établir déjà la déclaration préalable à l'embauche. Vous pouvez, en fait, dans le site, avoir un contrat de travail pré-rédigé. Vous avez, la possibilité de faire la déclaration, bah, comme quoi un salarié est arrivé auprès de votre service de santé au travail. Et puis, bah, il y a toutes, les affiliations, notamment au chômage et je les déclarations, l'établissement des bulletins de salaire et les déclarations et paiements des cotisations sociales obligatoires. Donc du coup, là, ce qui se passe, c'est que, par exemple, vous allez, en fait, salarier quelqu'un, vous allez ouvrir votre compte chèque emploi associatif, sur le lien qui est mis en bas de la vue. Vous allez pouvoir faire votre déclaration préalable à l'embauche à partir de votre compte CEVA. Vous allez pouvoir rédiger une base de contrat de travail. Alors peut-être qu'elle n'est pas, super sophistiquée, mais elle a le mérite d'être existante. Le service de santé aura communication que vous avez embauché quelqu'un, donc du coup, pourra proposer un rendez-vous. Et puis après, vous allez pouvoir faire vos bulletins de salaire, bulletins qui sont envoyés aux salariés directement par mail. Et ensuite, le chèque emploi associatif viendra prélever sur votre compte 2 mois après, en un prélèvement, toutes les cotisations sociales qui devront être payées. Donc du coup, il vous fait un prélèvement et ensuite, il va ventiler ce prélèvement aux différentes caisses dont vous êtes redevable. Donc c'est un système assez simple, c'est gratuit en plus. Il y a juste un petit inconvénient, c'est que lors de la création du dossier notamment, il faut que vous sachiez de quoi vous parlez. En clair, il faut que vous ayez une base minimale de connaissances. C'est un peu pour ça aussi qu'on fait, ces webinaires. Donc de savoir que, bah, il faut s'inscrire à une caisse prévoyance, d'avoir déjà fait l'inscription, d'avoir déjà fait l'inscription au niveau de la mutuelle, d'avoir déjà fait l'inscription au niveau du service de santé au travail, et puis, de connaître aussi votre convention collective. Si, ces prérequis, existent, le chèque emploi associatif est un très bon moyen de faire les fiches de paie. Alors après, vous n'avez pas que ces 2 solutions. Vous avez aussi la possibilité de faire réaliser, vos bulletins de salaire, bah, tout simplement en mutualisant, ou en ayant recours à une autre association. Par exemple, si, vous avez un gros club à côté de chez vous, qui a un service, qui fait des fiches de paye, bah, pourquoi pas, envisager une mutualisation ou autre, possibilité pour que finalement ce club qui est super structuré, bah, fasse les bulletins pour, votre club.
Pensez aussi au mécénat de compétences. Alors, je vous rappelle ce que c'est. C'est le fait qu'une entreprise mette à disposition un temps salarié d'une association. Et donc, du coup, vous avez la possibilité, enfin, pour certains, de délivrer un reçu fiscal qui permet une réduction d'impôt à l'entreprise. Et dans ce cadre-là, on pourrait tout à fait imaginer des partenariats, des mécénats de compétences sur l'établissement des bulletins de paie. Et puis, vous avez la possibilité également d'avoir recours à des prestataires spécialisés. Donc, il y a des boîtes qui font que des fiches de paye, aussi les cabinets d'expertise comptable. Donc, voilà, c'est les principaux moyens, en fait, pour réaliser les bulletins. Je vous déconseille, notamment pour les primo-employeuses et les petites structures, d'essayer de faire vos bulletins vous-même, d'acheter un logiciel de paye et d'essayer de les faire vous-même. C'est énormément de temps et c'est aussi des risques. Le bulletin de salaire étant une pièce officielle, s'il est mal fait, ça peut avoir des conséquences, par exemple sur les droits du salarié, et puis ça peut aussi amener des risques juridiques. Alors, on prendra quelques questions à la fin si vous avez des questions sur ces sujets. On va aborder la partie 3, qui sont les points de vigilance. Et on va commencer par la convention collective. Alors, comme je vous disais au début du webinaire, pour moi, dès qu'on devient employeur, il faut télécharger la convention collective. Donc, pour la majorité de vos structures, c'est la convention collective du sport. Voilà, je vais y arriver. Donc, on vous a mis le lien. Il faut en faire un véritable livre de chevet parce que vous avez plein de dispositions. En fait, c'est elle qui pose le cadre de l'organisation de l'emploi. J'irai donc du coup, alors vous avez la liste des structures voilà, qui sont sous la convention collective du sport. Donc on a celles qui organisent, qui gèrent et qui encadrent des activités sportives. Donc je pense que c'est la majorité d'entre vous. Celles qui gèrent des installations, celles qui font de l'enseignement, de la formation aux activités sportives et celles qui s'occupent de la promotion et de l'organisation de manifestations sportives. Donc je pense que vous êtes quasi tous concernés par cette convention collective. Donc, la convention collective, elle va donner un certain nombre de cadres. Donc, du coup, elle va prévoir des choses comme l'organisation des temps de travail, les congés, voilà. Mais il y a un élément extrêmement important qui nous concerne dans ce webinaire, c'est qu'en fait, elle va donner un cadre et des minimums salariaux. Donc, les salariés vont être classés pour les non-cadres en 6 groupes. Et vous avez des groupes après pour les cadres, 7 et 8. Chaque groupe, vous avez dans la convention collective un descriptif de l'autonomie sur les tâches confiées aux salariés qui va faire que vous allez classer votre salarié plutôt en groupe 1, en groupe 2, en groupe 3. Ce groupe doit être mentionné sur le bulletin de paye et le contrat de travail. C'est-à-dire que si vous embauchez quelqu'un, vous devez avoir défini sa fonction et son groupe. Et le groupe va correspondre à un minimum salarial. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas payer plus le salarié, hein. Si vous le classez en groupe 3, vous pouvez lui donner 4 000 euros, ce n'est pas un problème. Mais vous ne pouvez pas lui donner aujourd'hui moins que 1 898,50 € brut. Donc, ça, c'est important parce qu'en fait, ça va aussi conditionner le coût salarial, c'est-à-dire que le classement va entraîner forcément gérer un coût salarial plus ou moins important. Donc, du coup, je vous invite à aller regarder dans la convention collective, si vous salariez quelqu'un, selon les tâches que vous avez définies et l'autonomie sur ces tâches, dans quel groupe il va plutôt être classé pour en fait avoir la base minimale de salaire. Sachant que périodiquement, et je pense que là, au 1er janvier, ces bases augmentent. Donc, du coup, vous êtes obligé de suivre les augmentations des différents groupes, notamment sur les bases minimales. Alors, la convention collective en matière de salaire, elle a bien d'autres dispositions, mais prévoit, et ça je l'ai mis qu'à titre d'exemple, aussi d'autres choses. Par exemple, pour les salariés qui font
moins de 24 heures de travail hebdomadaire, elle prévoit des majorations salariales. C'est-à-dire, si je suis un salarié du groupe 3, je dirais à temps partiel et que je ne fais que 15 heures, eh bien, je vais avoir une majoration, un pourcentage supérieur. Enfin, je vais te dire que je vais être payée, je dirais, 15 heures du groupe 3 plus un pourcentage parce que je suis à temps partiel et à moins de 24 heures. La convention collective prévoit également l'octroi d'une prime d'ancienneté au bout de 24 mois, c'est-à-dire que tous les 2 ans, le salarié a 1% supplémentaire. Alors, ce pourcentage, ce n'est pas 1% du salaire, c'est 1% du salaire minimum du groupe 3. Voilà. Donc, du coup, par exemple, si vous avez un salarié en groupe 1, eh bien, il aura quand même une prime d'ancienneté qui sera 1% du groupe 3, sachant que le groupe 3, il est sur un salaire plus important que le groupe 1. Donc, par exemple, là, votre salarié, même s'il est dans le groupe 1 avec un minimum de salaire à 1737, d'ailleurs, c'est inférieur au SMIC, il y a 10 euros, normalement, il faut respecter le SMIC, ben, il aura une prime d'ancienneté qui sera en fait de 18,98 €, c'est-à-dire 1% du groupe 3. Alors, et cette prime d'ancienneté, en fait, tous les 2 ans, bah, on rajoute 1%. C'est-à-dire que quand on a 6 ans d'ancienneté, on a 3% du salaire minimum du groupe 3 en prime d'ancienneté. Et puis, alors, entre autres dispositions, mais qui a un impact financier, en fait, les cotisations formation maintenant sont collectées par l'URSSAF, mais dans votre convention collective, il y a une contribution conventionnelle complémentaire, donc que vous devez verser à un OPCO. Et je dirais ça conditionne, je dirais, elle est, je crois, de 20% de mémoire, donc il y a 0,5% en plus des salaires bruts qui sont à verser au titre de la contribution conventionnelle complémentaire pour la formation. Donc, tous ces éléments-là ont un impact budgétaire. Donc, du coup, là, c'est que quelques exemples assez standards. Donc, il faut vraiment bien connaître sa convention collective parce que, par exemple, quand votre salarié a plus de 2 ans d'ancienneté, c'est à vous de matérialiser la prime d'ancienneté, de lui attribuer automatiquement. Et forcément, ça a un impact budgétaire. Alors, point suivant, donc du coup, j'insiste lourdement sur la bonne connaissance de la convention collective. Alors après, on arrive au financement et le premier point avant de financer, c'est de savoir combien coûte un salarié, en fait. Alors, il y a des choses auxquelles on pense très facilement, c'est ce qu'on appelle les charges directes de l'emploi. Donc, ça va être le salaire brut, sachant que le salaire brut, c'est le salaire de base qu'on a défini dans le contrat de travail avec les minimums par groupe. Ça va être aussi la prime d'ancienneté. Si on reprend de l'ancienneté, par exemple, dans le contrat de travail de quelqu'un qui travaillait dans la convention collective du sport auparavant et qui dit je viens chez vous, mais à condition qu'on reprenne mon ancienneté, ça veut dire qu'on a la prime d'ancienneté. Ou si le salarié il est chez nous depuis 3 ans, de fait, il y a la prime d'ancienneté. Pour un CDD, un contrat à durée déterminée, on va avoir une prime de précarité qui va être, je dirais, constitutive du coût. Alors, j'ai mis 3 petits points parce qu'on peut aussi avoir effectivement le supplément, parce qu'on est à temps partiel, moins de 24 heures. Voilà. Deuxième charge directement liée à l'emploi, c'est toutes les charges sociales patronales. Donc du coup, quand on a un salarié, il a un salaire brut, mais l'employeur doit des charges sociales patronales. Donc au niveau de l'URSSAF, pour la couverture des risques maladie, retraite de base, accident de travail, 3 petits points. Pôle emploi aussi, qui est collecté par l'URSSAF. Et puis, on doit aussi de l'argent aux caisses de retraite, aux caisses de prévoyance et à la mutuelle. Il faut savoir que on a le taux moyen de charge sociale est très difficile à estimer parce qu'il dépend du niveau de salaire. Lorsque notre salarié est proche du SMIC, on n'a quasi pas de charge sociale URSSAF et pas de charge au niveau des caisses de retraite parce qu'on bénéficie de ce qu'on appelle de la réduction bas salaire. Mais lorsque notre salaire, et ça s'évalue annuellement, en fait, progresse, je dirais en fait, on va avoir de moins en moins de réduction bas salaire
et les salaires bruts supérieurs à 1,6 fois le SMIC ne bénéficient plus de réduction de base salaire. Donc, quelquefois, attention, je dirais, on va faire une augmentation en cours d'année ou une distribution de primes. Alors, c'est pas que je suis contre les distributions de primes, hein, je dirais, mais ça peut, faire envoler votre taux de charge. Donc du coup, il faut être assez précautionneux, dans l'estimation de cet élément-là. Ensuite, dans les charges directes, vous avez les cotisations pour la formation professionnelle dont je viens de parler, la cotisation notamment conventionnelle. Vous pouvez avoir dans certains cas, bah, des remboursements en fait, de frais de transport en commun. Alors notamment pour les structures qui seraient dans des agglomérations, desservies par du transport en commun et avec des salariés les utilisant. Mais vous avez aussi le développement de ce qu'on appelle le forfait mobilité, en fait, qui est un forfait, qui peut être mis en place par l'employeur, qui est destiné à indemniser le salarié pour tout type de transport. Par exemple, s'il fait du vélo, bah, je dirais, il n'a pas le remboursement, des transports en commun, mais il peut, bénéficier quand même de ce forfait mobilité. Donc ça, c'est un accord, au sein de la structure sur, le remboursement de ces frais mobilité. Vous avez aussi en charge directement liée à l'emploi une cotisation au service de prévention, pour la santé des salariés, au travail. Alors il faut savoir que ça coûte à peu près une bonne centaine d'euros par an, hein. Et puis, bah, après si vous mettez en place des choses, par exemple, je pense aux tickets restaurants, dans le coût de l'emploi, il va avoir la part patronale des tickets restaurants. Donc ça, après, il y a selon ce que vous mettez en place comme, je dirais, dispositions et avantages pour le salarié, bah, le coût de l'emploi, forcément, va se nourrir de ces différentes, mises en place. Alors, quand vous salariez quelqu'un, il y a ces charges directes, ça, on arrive assez bien à les identifier, mais, l'arrivée d'un salarié, elle conditionne aussi des charges indirectes. Alors le premier, j'allais dire, ce qu'on a vu, c'est que, par exemple, si vous passez par un tiers de confiance, bah, il va falloir payer cette prestation, même si elle est, modérée, bah, ça va vous générer un coût. Votre salarié, bah, vous pouvez pas le laisser au milieu, du terrain de foot ou de la salle, de basket ou de je sais pas quoi, je au milieu du gymnase, tout seul, sans rien. À un moment, il va peut-être se déplacer, aller sur des réunions, rencontrer des partenaires, donc du coup, il va falloir lui indemniser probablement des frais de déplacement. Je dirais pour, voilà, aussi peut-être, le faire évoluer, remplir aussi des obligations légales. Vous allez peut-être engager des frais de formation pour qu'il acquiert des diplômes, pour qu'il se forme, je dirais à de nouvelles techniques, peut-être de nouvelles disciplines. Donc ça veut dire qu'à un moment, même si vous avez des remboursements partiels au travers de votre OPCO, des formations professionnelles que vous allez, je dirais, mettre en place, il y aura quand même peut-être et souvent maintenant un coût résiduel. Et puis, bah, votre salarié, vous allez devoir en fait forcément, bah, le mettre quelque part, peut-être louer un bureau, peut-être, que vous aurez une mise à disposition gratuite, mais que vous devrez payer les frais de chauffage, les frais d'électricité. Et puis, il y aura un minimum d'équipement pour cet emploi. Alors, je pense ordinateur, bureau, équipement sportif, 3 petits points. Dans certains cas, ça peut même aller jusqu'au véhicule. Donc donc ça, c'est à considérer dans la mise en place de l'emploi. L'emploi, ça n'est pas que du salaire, c'est une évolution salariale dans le temps et puis c'est aussi des frais périphériques. Anne, je me permets Oui, de t'interrompre juste pour faire le gardien du temps et te signaler qu'il oui, nous reste voilà, 15 minutes. On a encore beaucoup de choses à aborder. d'accord, d'accord. On va essayer D'accord. d'aller un petit peu plus vite. Alors, donc du coup, l'estimation du salaire brut, c'est pas une grosse difficulté, bah, quand on connaît sa convention collective, avec tous les accessoires qu'on a vus. Les charges patronales, on a vu qu'elles étaient très variables selon le niveau de salaire. Donc, du coup, on vous a mis en lien deux simulateurs, celui de l'URSSAF et celui du Pôle emploi. Alors, au niveau de l'URSSAF, j'allais dire mon préféré, entre guillemets, parce qu'en fait, vous avez aussi la possibilité
d'indiquer le type de contrat. Donc, du coup, par exemple, si vous indiquez CDD, automatiquement, il intègre la prime de précarité et l'impact de la prime de précarité sur, les cotisations. Donc, du coup, on peut déjà aller sur le Pôle emploi pour avoir une idée. Et après, quand on connaît mieux le contour de l'emploi, temps partiel, temps plein, CDD, CDI, bah, celui de l'URSSAF donne un peu plus d'éléments. Alors, l'estimation des charges indirectes, souvent, elle est un peu plus compliquée. Donc, du coup, je vous renvoie dans vos structures. En fait, ce qu'il faut, c'est essayer de faire un budget en pensant à tout ce que va conditionner l'emploi comme nouvelle charge. Donc, du coup, ça suppose de se pencher un petit peu, voilà, au sein de la structure et d'établir un réel budget pour voir, combien coûte l'emploi de façon directe et de façon indirecte, pouvoir établir un budget et aller chercher en fait les produits, les ressources nécessaires à la couverture globale de l'emploi. Euh, alors, donc du coup, on vous a mis dans le PowerPoint un petit exemple de simulation budgétaire, sachant que ça reste un exemple, c'est pour vous inspirer, mais que voilà, selon ce qui se passe dans votre structure, il y a peut-être des éléments qui ne figurent pas. Donc, on est parti sur un salarié à temps plein classé groupe 3 dans la convention collective. On octroie un remboursement de forfait mobilité de 25 € par mois. On rembourse des frais de déplacement. On acquiert un ordinateur pour qu'il puisse travailler, donc de 900 € amortissable en 3 ans. On prévoit une augmentation annuelle de 2%. Et en 2026, le financement d'une formation pour un montant de 1 000 €. Donc ça, c'est les hypothèses budgétaires prises. Donc voilà ce que donne le budget pour 2024. Donc du coup, un salaire brut groupe 3, des charges patronales qui correspondent là. Donc du coup, vous allez sur les simulateurs, vous allez retrouver ça. Une cotisation au service de santé puisque c'est obligatoire et le coût du supplément lié à la cotisation en formation conventionnelle. Mon forfait mobilité 25 x 12. Des remboursements de frais de déplacement que j'ai estimés à 560 €, des honoraires pour faire les fiches de paye et une dotation aux amortissements pour gérer mon ordinateur, pour l'ordinateur du salarié. Donc, du coup, on a un volume budgétaire, enfin un total de besoins budgétaires pour cet emploi de 26 000 €, 26 861. Je n'ai pas mis de bureau, j'ai considéré que c'était une mise à disposition gratuite. Donc, du coup, dans ce cadre-là, bah, j'ai imaginé pouvoir aller chercher les recettes suivantes. Donc, une subvention ANS, une subvention auprès de mes collectivités locales, que ce soit la Comcom, la mairie ou le conseil départemental, voire conseil régional. Je suis allée chercher du mécénat et j'essaye de développer en fait des prestations en fait, pour équilibrer. Ce même salarié, en 2026, donc du coup, chaque année, je l'ai augmenté de 2%, ou la convention collective a fait que le groupe 3 a augmenté de 2%. J'ai une prime d'ancienneté et j'ai 1 000 € de prime que j'ai décidé de distribuer en 2026. Donc, ça me fait un salaire brut de 24 000, des charges sociales de 3 694. J'ai toujours ma cotisation au service de santé, c'est annuel. J'ai fait légèrement évoluer mon forfait mobilité. En 2 ans, 1 €, c'est pas énorme. J'ai un tout petit peu plus de remboursement de frais de déplacement. J'ai mes honoraires d'établissement de fiches de paye et mon coût de formation et une dotation aux amortissements. Là, mon besoin, il est de 31 000 €. Donc là, en 2 ans, je suis passée de 26 800 à 31 400. Donc, vous voyez, une augmentation quand même relativement significative. Or, que je n'ai pas changé de groupe le salarié, je n'ai pas fait foncièrement évoluer sa rémunération. C'est simplement, voilà, des charges qui progressent de façon naturelle. Donc, du coup, voilà, donc voilà, je pointe sur le calcul du coût de l'emploi, c'est
par le fait de faire des budgets, c'est d'anticiper en fait les évolutions salariales et les coûts. Je dirais, parce qu'il y a un phénomène qui se passe, c'est que quand vous êtes employeur d'un premier salarié ou que vous embauchez un salarié sur un nouveau poste, généralement, vous arrivez à mobiliser des aides à l'emploi qui vont se tarir avec le temps, c'est-à-dire que vous les avez souvent pour 12 mois, 24 mois, au mieux 36 mois, et en plus, elles sont souvent dégressives. Donc, et de l'autre côté, donc vous avez des produits qui diminuent et de l'autre côté, des charges qui vont augmenter parce que vous avez la convention collective qui va réévaluer les grilles salariales. Vous avez la prime d'entrée, la prime d'ancienneté qui apparaît au bout de 24 mois. Vous allez peut-être essayer de solidifier la relation avec votre salarié, de le garder parce que vous l'avez formé. Donc, peut-être de lui octroyer soit un supplément de salaire, soit des primes. Je dirais, et puis peut-être que lui aussi va évoluer dans son poste, qu'il aura des fonctions supplémentaires qui vont entraîner qu'au lieu du groupe 2, il passe en groupe 3, au lieu du groupe 3, qu'il passe en groupe 4, donc des augmentations de salaire liées aux fonctions qu'il occupe. Donc ces éléments vont forcément conditionner des augmentations. Donc, du coup, c'est à prévoir parce que dans ce qu'on appelle votre modèle économique, l'anticipation de ces montées de charges fait que vous devez développer, une stratégie de recherche de produits. Alors après, les produits, on va les voir, les principales pistes. Alors, je dirais, voilà, je vous mettais en garde aussi CDD. Attention, enfin, je dirais, dans les évolutions salariales, il y a aussi beaucoup de structures qui oublient de constituer des réserves pour les ruptures de contrat de travail. Alors, un CDD, en fait, à un moment, il a une fin et on va payer une prime de précarité. C'est au 10% du salaire brut. Mais au niveau des CDI, même si c'est à plus long terme, on a des coûts qui peuvent apparaître lors d'un départ, alors départ en retraite, mais aussi voit de plus en plus la signature de ruptures conventionnelles. Donc les ruptures conventionnelles, elles ont c'est au minimum une indemnité la valeur d'une indemnité de licenciement plus 30% de forfait social qui doit être payé à l'URSSAF. Donc tous ces éléments-là, si la structure n'a pas fait des réserves pour dénouer l'emploi, elle se retrouve quelquefois en difficulté au moment de dénouer l'emploi. Donc, du coup, il faut aussi l'anticiper dans ses budgets, c'est-à-dire que presque il faut réaliser des petits excédents pour se dire, si un jour j'ai un départ en retraite, une rupture conventionnelle, j'ai l'argent pour y faire face sans problème. Alors, les produits que vous pouvez mobiliser, alors, j'ai fait une liste assez classique, hein. D'abord, c'est la recherche de subventions complémentaires. Alors, dans un premier temps, les aides à l'emploi, mais après aussi de revoir vos collectivités locales, parce que qui dit emploi dit peut-être aussi plus de services sur le territoire. Donc, du coup, en fait, d'aller ressolliciter vos financeurs ou de trouver de nouveaux financeurs. Alors, quelquefois, dans les ligues et les fédérations, il y a des appels à projets, il y a des financements. Donc aussi, c'est de rester en veille vis-à-vis de ce que proposent les ligues et les fédérations en termes de financement. Je dirais, lorsque vous avez un salarié pour développer de nouvelles recettes, vous pouvez aussi développer de nouvelles prestations ou de nouvelles activités. Alors, je prends un exemple. Je dirais, vous avez un entraîneur sportif, je dirais, qui a des qualifications voilà, sur la gym douce. Vous pourriez aller proposer, par exemple, au club de seniors du coin, peut-être de leur offrir, enfin, offrir entre guillemets, mais proposer une prestation payante qui se passerait justement à des jours où il n'y a pas d'entraînement, où vous n'avez pas voilà, d'entraînement ou sur des plages horaires où il n'y a pas d'entraînement, pour que votre salarié puisse valoriser ce temps, je dirais, et avoir une recette complémentaire. Voilà, après, selon votre territoire, les acteurs, les liens que vous avez avec les structures du territoire, il y a peut-être des choses, des prestations qui peuvent être développées et qui viennent en fait nourrir les recettes. Pensez aussi des fois à la mutualisation de compétences avec d'autres clubs, d'autres structures sportives de votre territoire.
Dans les recettes, il y a bien sûr le mécénat. Donc, du coup, ça suppose aussi d'avoir une démarche, je dirais, d'agréger et de fidéliser des entreprises ou des mécènes. Et puis, il y a un autre volet, c'est aussi l'augmentation de votre nombre d'adhérents et ou l'augmentation du montant des cotisations, si cela est possible. Ça, c'est les principales pistes de recherche de financement. Alors, point 4, prévenir les problèmes de trésorerie. Parce que, en fait, c'est pas parce que vous êtes une salle, voilà, votre budget est équilibré que vous n'aurez pas de problème de trésorerie. En fait, vous avez, je dirais, vous avez l'équilibre budgétaire qui est une chose, mais l'emploi, ça veut dire un paiement des salaires et des charges sociales mensuelles. Donc, ça veut dire une sortie de trésorerie incontournable, régulière et a fortiori régulière mensuelle. Or que le rythme des encaissements n'est pas forcément le même. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un salarié, vous allez payer ses charges sociales, son salaire tous les mois, mais d'un autre côté, votre subvention, je dirais, du conseil départemental, vous allez peut-être la recevoir au mois de juin. Donc, du coup, les salaires de janvier, février, mars, avril, mai, il va bien falloir les payer avec quelque chose. Donc, du coup, attention aux temporalités, et à la temporalité qui serait différente entre les entrées et les sorties, qui quelquefois pourraient vous poser des problèmes et entraîner des tensions de trésorerie. Donc, du coup, il y a un outil qui s'appelle le plan de trésorerie qui permet de programmer un peu tout ça. Donc, ceux qui ont le courage peuvent le faire. Il y a des modèles partout sur Internet. Mais déjà, je vous donne quelques recommandations pour éviter justement d'avoir trop de stress en termes de trésorerie. C'est déjà d'envoyer les comptes rendus à vos financeurs très très rapidement après les dates d'échéance des fins de convention, parce que plus vite vous envoyez les comptes rendus, plus vite les soldes seront payés. Déjà. C'est de négocier. Souvent, dans les associations sportives, vous recevez une subvention de votre collectivité locale proche, à savoir la commune. Gérer, c'est donc une entité avec qui il est facile peut-être de négocier. Donc, du coup, c'est de négocier avec sa collectivité locale des rythmes de versement adaptés à votre structure. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire à votre commune, écoutez, là, moi, j'ai un salarié, donc j'ai besoin d'avoir la subvention soit en début d'année, soit vous me la payez par trimestre pour avoir une régularité d'entrée pour faire face aux sorties et notamment aux sorties salaires charges sociales. Relancez vos cotisations impayées. Tout l'argent qui est dehors n'est pas sur votre compte et peut venir à manquer pour le paiement des salaires. Demandez à votre banque l'ouverture d'une ligne de crédit d'un découvert à titre préventif. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de l'utiliser, mais vous avez en fait une ouverture de crédit qui est signée, qui, le jour où vous devez payer les salaires et que la subvention tombe 15 jours après, vous pouvez payer le salaire. C'est prévu au niveau bancaire. Certes, vous aurez un petit peu d'intérêt, mais vous avez beaucoup de stress d'éviter. Un moyen aussi de pallier aux problèmes de trésorerie, c'est de constituer avec le temps des réserves en réalisant des excédents comptables. Alors ça, c'est un peu compliqué parce que les financeurs veulent la consommation pleine et entière des fonds qu'ils allouent, ce qui est normal. Mais donc, du coup, il faut faire voilà, sur les recettes qui seraient pas des subventions, c'est de constituer de légers excédents. Par exemple, si vous organisez des tournois, etc., ne pas avoir peur de réaliser de l'excédent et de le conserver surtout. Ne dites pas, ah on a réalisé de l'excédent, donc on va organiser ci, ou on va donner, je dirais, systématiquement une prime aux salariés. Cette constitution d'excédent, elle permet en fait de faire face à deux choses. La différence de temporalité entre les encaissements et les décaissements, et aussi elle permet de constituer des réserves pour dénouer l'emploi. Je pense notamment aux ruptures conventionnelles. Puis après, vous avez des organismes tels que France Active qui peuvent vous aider sur ces problèmes de trésorerie en vous allouant ce qu'on appelle des contrats d'apport associatif. C'est voilà,
prête de la trésorerie pour 3 ou 5 ans. Donc, du coup, c'est temporaire, hein. Je dirais, c'est le temps que vous constituez votre matelas de réserve, en fait. C'est un espèce voilà, de patch qu'on met en attendant de pouvoir constituer les réserves. Voilà, on arrive sur la conclusion. Alors, l'embauche d'un premier salarié, c'est une étape extrêmement importante dans la vie d'une association. Vous avez vu au travers de tout le déroulé qu'en fait, ça conditionne des charges administratives beaucoup plus importantes qu'une association qui n'a pas de salariés. On doit procéder à des tas d'inscriptions, veiller à respecter le droit du travail. Donc, du coup, on est obligé sur l'emploi, ça oblige souvent le conseil d'administration, qui est l'organe de décision dans la structure, à mobiliser des compétences en droit du travail, en matière administrative, mais au-delà de ça, c'est aussi d'élaborer une stratégie pour rechercher des financements supplémentaires pour consolider cet emploi. Donc, du coup, on a une vraie marche. On a une marche administrative et on a une marche presque stratégique de se projeter dans l'avenir sur des recettes supplémentaires. Donc, du coup, ça veut dire que dans cette phase, il faut aussi anticiper cet élément-là et organiser cette charge de travail supplémentaire. Alors, je rappelle que l'employeur reste l'organe de décision qui est pointé dans les statuts comme l'organe responsable de l'emploi. Alors, souvent, c'est le conseil d'administration, quelquefois le bureau, ou quelquefois le conseil d'administration qui délègue au bureau. Mais ça veut dire qu'en fait, il faut bien avoir conscience que l'emploi, ça va effectivement vous donner des possibilités de développement, soulager les bénévoles dans des tâches opérationnelles, mais que d'un autre côté, on a une charge administrative et aussi une charge morale de recherche de financement pour consolidation de l'emploi qui est là et qu'il faut prendre en compte dans l'organisation. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, je ne sais pas si on a le temps de prendre quelques questions, s'il y en a. Alors, On Anne, vous en Ouais, avez vas-y, quelques-unes, bon. effectivement, si vous le souhaitez, si on a un peu le temps. Merci en tout cas de l'intervention. Je crois qu'il avait un peu de difficulté avec son micro dans une main. Est-ce qu'on a des questions sur la notion des CDI intermittents? On a précisé qu'on viendra sur les prochains webinaires. Il y avait une question plus technique que je vous ai transmise, Anne, dans votre profil de conversation personnelle. Je ne sais pas si vous la voyez s'afficher précisément, sinon je vous la relis. Donc voilà, c'était quelque chose de très technique, donc peut-être ça va être difficile d'y répondre en si peu de temps, parce que les webinaires sont peu propices à la consultation, mais pour la prime d'ancienneté de 1% tous les 24 mois, est-ce ajusté au taux actuel du SMC G3 ou par tranche? Exemple arrive en 2016, sur 2018, plus 1%, voilà, etc. Je compte pas dans les années, 1% de 1750 puis 2022. Voilà, en fait, est-ce qu'il y a une progression sur les différents taux? C'est ajusté sur le salaire minimum conventionnel groupe 3 actuel. Voilà. Bon, merci de sa réponse si précise et en direct. Effectivement, s'il y a d'autres questions, on a déjà atteint le temps de présentation tel qu'il était prévu. Donc, s'il y a quelques petites questions, si bien sûr, Madame Darroux, je veux bien y répondre au peu de mon élément, tout en précisant bien sûr que voilà, c'est difficile dans un webinaire de faire une consultation précise. Je pense que surtout retenez l'importance de bien organiser, bien structurer. Donc, si je vois quelques personnes qui veulent éventuellement prendre la parole, allez-y, Monsieur Jacques Vatrano. Ouais, merci. Une question sur la définition du groupe. Vous disiez que la définition du groupe dépendait du degré d'autonomie dans la CCNS. Est-ce qu'il y a d'autres critères entre autres, donc, alors, entre autres, il y a le degré d'autonomie, il y a le fait d'être responsable d'encadrer des personnes ou pas. Il y a une grille, en fait, où il y a des indicateurs, en fait, qui dans la convention collective, il y a une grille où vous avez un certain nombre d'indicateurs sur les tâches, le degré d'autonomie, le degré d'encadrement, et donc ça vous donne un repère. Alors, il y a aussi quelques emplois qui sont fléchés dans cette grille, mais curieusement, pas celui d'animateur sportif. On parle beaucoup de fonctions plutôt administratives, de fonctions de cuisinier.
Mais en fait, la convention collective, je pense qu'elle n'est pas encore tout à fait aboutie sur les postes directement liés avec les pratiques des disciplines. Je vous remercie, Anne. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? On va conclure. Monsieur Nicolas. Allez-y, monsieur Christian Nicolas. On voit le beau cahier de notes, c'est bien. Moi, président d'Handisport. Pour le financement, vous avez une petite chose qui peut servir aux clubs, les petits clubs, c'est demander un prêt à court terme à la fédération. D'accord. Ça m'est arrivé de me faire dépanner comme ça, en attendant les subventions, justement. Et ils m'ont prêté une certaine somme. Et l'avantage, c'est qu'en principe, c'est à 0%. Donc, c'est une pour un information, petit club, ça peut effectivement. être très important de... L'information intéressante, effectivement. Oui. Ce qui est à noter, c'est de bien faire prendre contact auprès de vos fédérations. Donc, merci pour cette précision, effectivement. Et une autre question, comment prendre en compte le temps de préparation des séances pour les entraîneurs, sauf erreur, ça n'apparaît pas dans la convention collective. Non. Alors, ça, je dirais, c'est une réelle question. Question récurrente. Alors, le problème, c'est qu'il faut revenir à la définition du temps de travail. Gérer le temps de travail dans le code du travail, c'est tous les moments où le salarié n'est pas libre, en fait, où il est, voilà, par exemple, un temps de trajet n'est pas, enfin, est assimilé à un temps de travail, bon, sur certaines bases. Donc, du coup, les temps, je dirais, de préparation sont assimilés à du temps de travail, en théorie. Voilà, ça, il faut se rapprocher du code du travail pour avoir la réponse, voilà, compte tenu de l'absence d'indicateurs dans la convention collective. Après, vous avez certaines conventions collectives, mais qui ne sont pas celles du sport, où par exemple, la formation professionnelle pour les formateurs, le temps de préparation est quantifié par rapport au temps d'intervention. Alors, la remarque Mais qui a là, été votre faite, convention collective, elle ne dit rien. c'est qu'effectivement, et c'est pas forcément une correspondance, que la suite c'était 1 heure d'entraînement égale 1 heure de préparation, pas nécessairement. Je pense que c'est une réflexion qu'il faut mener et considérer que la contrainte qui est faite au salarié par rapport à son activité, que ce soit par exemple du face-à-face pédagogique, estimez vous et éventuellement avec la personne, le temps que ça va représenter et de surtout le considérer à partir du moment où la personne est bien contrainte. Mais en tout cas, c'est un point clé, effectivement. Je parle sous votre contrôle, Madame Rouge. Tout à fait. Est-ce que je vois d'autres questions apparaître sur le film? Non, je ne vois pas non plus. On peut y aller. Ce que je vous propose, donc, déjà, c'est de clore ce webinaire. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été présents. Donc, au rendez-vous pour la prochaine note au 21 décembre, pour ce qui concerne nos webinaires. Et donc, on a noté quelques éléments et c'est avec grand plaisir pour répondre aussi suite des questions. Merci encore, nous vous saluons Merci et à tous. rendez-vous la prochaine fois. On va juste garder les intervenants avec nous pour clore ensemble, sinon nous vous saluons et vous laissons quitter la réunion et au plaisir de vous retrouver.